Bonjour à toutes et à tous, 20 ans franc avec vous. Nous sommes le mercredi fin février 2019 et ce soir nous avons les minutes de la Fed qui sont attendues par les investisseurs qui tenteront d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est dit lors de la dernière réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui était, je le rappelle, le 30-31 janvier. Pendant cette réunion-là, nous avons eu, en tout cas le discours de Jerome Powell, le gouverneur, était plutôt prudent en énumérant une flexibilité de la part de la Fed sur la normalisation de son bilan, qui était auparavant encore en autopilote, hein. Donc on a eu vraiment un changement de ton entre la politique monétaire, entre le discours de décembre et le discours de janvier. Donc voilà, et les minutes vont nous permettre de savoir un petit peu plus de ce qui s'est dit pendant ces 2 jours de réunion entre les membres du FOMC. Donc bien évidemment, tout ton commentaire qui renforcerait les perspectives, comment dire, d'une- d'un ralentissement de la réduction du bilan de la Fed serait positif pour les marchés actions. Pourquoi? Eh bien parce que pour les actifs risqués même, d'une manière générale, parce que ce serait synonyme de liquidité plus importante que prévu. Alors que si finalement on a un ton qui est encore très au quiche, ce qui est peu probable vu le discours qu'on a eu de la part de Jérôme Powell, eh bien ça serait pour le coup négatif pour les actifs risqués. Voilà donc ce qu'attendent les investisseurs avec un seul T, excusez-moi, j'ai écrit ça rapidement. Donc investisseurs attendent les minutes de la Fed. Voilà, alors bonjour à tous, bonjour Raymond, bonjour Mora, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je salue tout le monde. Voilà, Vladimir, Brice, Gérard, Eliane, Gilles. Alors comme d'habitude, hein, je vous invite à prendre connaissance du disclaimer. Donc le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Sa présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors petit tour au niveau de l'actualité, vous savez qu'on a les négociations commerciales qui ont repris cette semaine, quatrième volet des négociations. Les négociations de haut niveau se tiendront à partir de demain avec le vice-premier ministre chinois qui se rendra à Washington. Donc voilà, vraiment le vif, les négociations. Les négociations prendront place réellement demain et après-demain, même si on a déjà une délégation chinoise qui est sur place depuis hier. Le, bah, le moment où c'est le plus à même d'avoir des annonces, ça sera lorsque le vice-premier ministre chinois, donc jeudi et vendredi. En attendant, c'est vraiment les minutes de la fête qui sont attendues et d'ici les minutes de la fête qui seront publiées ce soir à 20h, nous n'aurons pas de chiffres macroéconomiques importants. Donc la séance, encore une fois, comme à chaque avant les minutes de la Fed et avant les discours de Jerome Powell, c'est des séances de transition. Le marché est en patience. Et donc voilà un petit peu dans quel état nous sommes, mis à part le gold, hein. Le gold, on l'a vu hier et même ce matin, cette nuit, il est déjà venu chercher 1345 dollars. On a une magnifique hausse de l'or. On va en parler dans un petit instant. Ça va être vraiment le sujet du jour, hein. Au niveau du DXY, donc baisse du dollar hier. Pourquoi on a une baisse du dollar? Eh bien parce que finalement on a le moral des investisseurs en Allemagne qui est sorti meilleur qu'attendu et meilleur que la précédente publication en janvier. Donc voilà, ça c'est positif pour les perspectives économiques de la zone euro, même si ce n'est qu'un chiffre qui est sorti au-delà des attentes, hein, comparé à plein d'autres, on va dire d'un point de vue des proportions. Voilà, on a beaucoup plus de déception d'un point de vue macroéconomique en zone euro plutôt que de bonnes surprises. Donc c'est une bonne surprise qu'on a eue hier, mais voilà, la tendance d'un point de vue macroéconomique elle est très clairement mauvaise et elle se dégrade, hein, en zone euro. D'ailleurs, on aura un discours du chef économiste de la BCE, Praet, aujourd'hui. Alors il n'y a pas d'heure, faudrait regarder sur le site de la BCE, mais voilà, il y aura un discours et ce qu'attend le marché, c'est qu'en mars, lors des prochaines révisions économiques de la BCE, eh bien que la BCE revoie à la baisse et à nouveau ses prévisions de croissance. Donc voilà, la situation macroéconomique en zone euro, elle n'est pas bonne et les perspectives sont voilà encore assez mauvaises, hein.
Au niveau des marchés actions, alors les marchés actions, ils ont profité de l'espoir d'un accord commercial pour voilà, légèrement progresser. Nasdaq, S&P, Dow Jones qui sont en légère hausse, le VIX qui a perdu 0,20%, donc on voit qu'on est plutôt dans l'appétit au risque. Ce matin, 2,64% le rendement du 10 ans qui perd 3 points de base par rapport à hier, le yen qui est en légère baisse et on voit le Nikkei et le MSCI Asie ex-Japon qui sont en hausse, le gold qui est en hausse également. Alors pas parce que on a des versions risque, mais comme vous savez, c'est parce qu'on a une baisse du dollar, donc forcément ça fait mécaniquement remonter le cours de l'or. Alors le sujet, comme je vous l'ai dit, principal sujet aujourd'hui, ça va être le cours de l'or. Vous voyez, d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas grand-chose attendu. Vraiment, ça va jouer ce soir avec le communiqué, les minutes de la Fed, et ensuite 23 heures. Bon, ça va pas être non plus quelque chose de majeur, mais on a les premiers PMI. Demain, ça sera une journée consacrée au PMI. Hein. Demain et vendredi. Donc beaucoup de PMI, la Nouvelle-Zélande qui ouvre le bal, hein, comme l'AUD, pardon, l'Australie qui ouvre le bal comme d'habitude. Donc au niveau du cours de l'or, j'ai écrit un article à ce sujet hier, expliquant, c'est un article mi-éducatif, mi-d'actualité, expliquant qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui influence le cours de l'or. Alors il faut savoir qu'il y a 3 critères, alors il y en a plus, mais les 3 principaux critères qui influencent le cours de l'or, c'est quoi? C'est positivement le cours de l'or, c'est l'amélioration des économies émergentes. Plus les économies émergentes vont bien, et plus ça soutient le cours de l'or parce que les émergences représentent une importante demande d'or. La Chine et l'Inde, il me semble que c'est les premiers importateurs d'or. L'Inde, tout simplement parce que dans sa culture, utilise beaucoup d'or pour tout ce qui est les bijoux. Et vous savez que la principale demande d'or, c'est pour la construction de bijoux. D'accord. Donc l'Inde, de par sa culture, demande beaucoup d'or pour créer les bijoux, voilà, tous ces bijoux-là. Et la Chine, vous savez que l'or, bah, c'est également un composant industriel, hein, principalement dans l'électronique. Et puisque la Chine, c'est l'usine du monde, et bien forcément, la Chine importe beaucoup, sans compter les banques centrales. Alors les banques centrales comptent pour à peu près 10% de la demande d'or. Donc c'est pas non plus énorme hein, par rapport à la demande mondiale. Vraiment, voilà, c'est pas énorme, mais la Chine importe beaucoup d'or. Enfin, la Banque centrale de Chine en importe beaucoup. Donc on a l'amélioration des économies émergentes qui soutient l'or. On a également la baisse des taux d'intérêt, baisse des taux d'intérêt ou plus globalement les politiques monétaires qui deviennent plus dovish. D'accord. Et ensuite, on a l'augmentation de la volatilité implicite des marchés. Donc, tout simplement, le VIX. Voilà, le VIX, on le sait, s'il bondit, l'or va s'apprécier. Et donc là, moi personnellement, j'estime que l'or, d'ailleurs ça fait pas mal de temps, mais hier j'ai vraiment réalisé que l'or, finalement, si on y pense hein, au niveau des négociations commerciales, peu importe l'issue des négociations commerciales, je pense que l'or a toutes ses raisons de progresser, qu'il y ait un accord commercial ou non. Je vous explique pourquoi. Si on a un accord commercial, on aura de l'appétit au risque. Le dollar va baisser, ça va faire progresser l'or. En plus de cela, ça va améliorer les perspectives économiques des marchés émergents, donc surtout la Chine, donc hausse de l'or. Et à l'inverse, si on a voilà, échec des négociations commerciales, voire même intensification de la guerre commerciale, eh bien, ok, on aura une hausse du dollar normalement, mais on aura très probablement, en tout cas c'est mon opinion, bien évidemment, hein, et toutes les informations enfin mon analyse que je vous fournis tous les matins, c'est mon opinion et uniquement mon opinion, hein, ce n'est pas des conseils d'investissement. Mais donc, si on a une intensification de la guerre commerciale, hausse du dollar, ok, mais volatilité implicite qui, je pense, va vraiment bondir. Parce que là, le marché, depuis le début du mois de février, price le report de la fin de la trêve commerciale au-delà du premier, voilà, un report de 60 jours potentiellement. Et donc, il y a beaucoup de chances que si on a une intensification de la guerre commerciale, les marchés actions corrigent fortement. Alors, je ne parle pas forcément d'un crack boursier, mais rien qu'un retour au plus bas de décembre, c'est quand même une baisse de 15%, hein, ce qui est énorme. Et ça, cette hausse de la volatilité implicite devrait compenser et même dépasser la pression baissière que provoquera la hausse du dollar. Donc pour moi, qu'il y ait un accord commercial ou non, je pense que l'or, il y a beaucoup d'arguments pour le payer. Vous voyez, alors que par exemple le Bund, qui est également un actif refuge, le Bund c'est un actif qui s'apprécie lorsqu'on a soit la politique monétaire qui devient accommodante,
ou soit lorsqu'on a de l'aversion au risque. Or, si on a un accord commercial, on aura de l'appétit au risque, donc ça va pas soutenir le Bund ou les autres obligations. Vous voyez. Donc pour moi, l'or, c'est l'actif qui, voilà, si je fais une grille, vous voyez, il y a quand même beaucoup de points en faveur d'une hausse de l'or. Principale menace de l'or, c'est le dollar. Voilà, c'est le dollar. Si demain le dollar continue à progresser fortement, ça va faire pression sur l'or. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si on a une hausse de la volatilité implicite, ça va pas justement faire pression ça va pas justement compenser cette pression du dollar et donc permettre à l'or quand même de progresser. Voilà, c'est à voir, mais voilà, pour ceux qui se posent la question, oui, mais quand on a eu le début de la guerre commerciale, au printemps dernier, l'or n'a pas progressé. C'est vrai, l'or n'avait pas progressé. Vous voyez, au début de la guerre commerciale, qui était en printemps 2018. Hein, pourquoi il n'a pas progressé? Alors, on était déjà pas du tout dans le même contexte. Il ne progressait pas parce qu'on avait une hausse du dollar, qui était la devise refuge. Mais là, le dollar, est-ce qu'on peut le payer plus haut? Sachant qu'on n'est plus du tout dans la même situation macroéconomique, même aux États-Unis, entre aujourd'hui et il y a un an. Vous voyez, il y a un an, le marché, voilà, on était avec plus de 3% de croissance aux États-Unis. La réforme des impôts de Donald Trump avait été intégrée dans les prix. Voilà, on avait tout pour qu'il y ait une croissance encore très très bonne. On n'était pas encore en fin de cycle, on savait qu'on s'y approchait, mais voilà, on n'était pas en fin de cycle économique. La Fed se montrait très au quiche encore à ce moment-là. On avait le marché qui priçait entre 3 et 4 hausses des taux. Donc vous voyez, on avait quand même pas mal de facteurs qui soutenaient le dollar. Aujourd'hui, qu'est-ce qui soutient le dollar? La macro, elle est bonne, elle est mieux que les autres pays, mais elle n'est pas exceptionnelle. Elle déçoit, elle commence à décevoir. Hein. On l'a vu avec les ventes de tel jeudi, qui est un premier message d'alerte, mais surtout la Fed. La Fed qui est passée de hawkish à prudente. Elle n'est pas passée accommodante, mais prudente. Donc, on a pu vous voyez, cette demande de dollars aussi importante que l'année dernière au même moment de cette année. Donc, c'est pour cela que, voilà, le dollar, je ne vois pas encore progresser. Le DXY, je ne vois pas, voyez, refaire un rallye comme celui-ci si on a une intensification de la guerre commerciale. À la rigueur, il peut revenir au sommet de l'année dernière, vous voyez, qui a fait office de résistance à 2 reprises. Le voir plus haut, voilà, ça me semble peu probable, mais bon, après, vous voyez, c'est de l'analyse et tout peut arriver. Là, d'ailleurs, le dollar, regardez ce qu'il fait. Renversement stochastique qui sort de son nœud sur achat. C'est quoi? C'est un signal qui est baissier. C'est un signal baissier qui sous-entend une correction de cette tendance. Donc là, on a déjà corrigé un peu plus de 38%. Prochain support 50, puis 61,8, c'est-à-dire 95,73, puis 95,47. L'idée, c'est d'aller chercher tout simplement cette oblique haussière qui va chercher le point bas de mai, point bas de septembre, etc., etc. Alors, j'ai découvert un nouvel outil sur ProRealTime. C'est l'outil Canal. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Et là, du coup, ça permet en fait de tracer la parallèle sans cliquer sur plusieurs boutons. Donc vous voyez, voilà. Donc là, on a la parallèle. Voilà, nouvel outil que j'ai découvert. Donc l'idée, c'est revenir en bas de ce canal. Après, je ne sais pas si on peut pas vraiment parler de canal. Techniquement, on ne peut pas. Puisqu'un canal, c'est quoi? C'est deux creux, deux sommets. Creux, sommet, creux. Mais on n'a pas le sommet qui touche l'oblique. On a plutôt un biseau. Vous voyez, biseau avec cette oblique résistance de long terme. Donc, en fait, c'est plutôt un biseau ascendant qui, eh bien, la plupart du temps, eh bien, donne un signal baissier lors de la cassure de cette oblique support. Un biseau ascendant, c'est un signal bearish. Une fois qu'on a la cassure. Voilà, donc il y a plus de chances qu'on y sorte par le bas, sur du long terme. Voyez. Mais là, à court terme, je pense qu'on peut venir chercher le bas de ce biseau qui correspond également, vous voyez, à la moyenne mobile à 200.
séance. Donc ça sera un support très très important. Pourquoi est-ce que le DXY monte, s'il vous plaît? Alors Raymond, la seule raison que je vois pourquoi le DXY monte, et c'est la seule raison, c'est parce que, imaginez vous êtes cambiste, voilà, vous voulez vous protéger vous voulez protéger votre capital, d'accord? Au vu de la situation macroéconomique en zone euro, est-ce que vous payez l'euro ou est-ce que vous le vendez? Au vu de la situation au Royaume-Uni, que ce soit politique ou macroéconomique, est-ce que vous payez la livre sterling ou est-ce que vous vendez la livre sterling? Je pense que la réponse, c'est clair. Pour le moment, vous vendez l'euro ou la livre sterling. En Europe, on a des incertitudes sur la dette italienne, qu'on voit, on a le spread qui est tendu encore entre le BTP et le Bund. La situation macroéconomique, elle déçoit. On regarde le FMI, la Banque mondiale, la BCE, la Commission européenne, bref, même les gouvernements européens revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour la zone euro. Voilà, la zone euro, macroéconomiquement, elle déçoit depuis la fin 2017. Même depuis l'été 2017, la situation macroéconomique ralentit, elle se dégrade depuis l'été 2017. Voilà. Euh, alors qu'aux États-Unis, il y a encore, allez, 8 mois, je dirais de tête, on avait une croissance qui était encore exceptionnelle. Une croissance 3,4%. Pour une économie développée, c'est énorme. D'accord voilà. Croissance américaine qui était encore, la situation macroéconomique était encore très, très, très bonne l'été dernier. Là, elle reste quand même beaucoup mieux que les autres économies développées. Hein. Là, si on devait comparer l'économie américaine avec les autres économies développées, personnellement, je pense que l'économie américaine, c'est la plus solide en ce moment. D'accord? Taux de chômage faible, inflation core qui est à 2,2%, il me semble, 2,2 ou 2,1, croissance qui reste bonne. Donc concrètement, ça se dégrade, mais on a des chiffres qui sont encore clairement potables, même vraiment bons. D'accord? Donc voilà, ce qui soutient actuellement cette hausse du DXY, c'était dû au retour d'incertitude en Europe avec l'Italie. Si vous regardez, cette hausse du DXY correspond avec la hausse du spread BTP-Bund. Donc, incertitude en Italie, le marché vend l'euro pour se hedger sur le dollar et sur le Bund. D'accord donc voilà. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de regarder ce que fait le Bund, la corrélation entre le Bund et le DXY. Bund DXY, j'y pense parce que finalement le dollar, c'est quoi? C'est la devise pour que devise que les Européens utilisent pour se hedger, ou les investisseurs internationaux qui investissent en zone euro, ils se hedgent en achetant du dollar, d'accord? Puisque c'est la devise la plus solide après avant l'euro. Voilà, c'est la première devise de réserve. Voilà, on va pas acheter de la livre sterling pour se protéger des risques en zone euro, hein, parce que l'économie britannique, elle est quand même dépendante de celle de l'Union européenne. Et deux, vu le Brexit, on va pas acheter de la livre sterling pour se couvrir, vous voyez. Donc, DXY. Et on va regarder le Bund. Donc, on va mettre le 10 ans Bund. Le rendement du 10 ans, c'est du coup l'inverse du Bund. Ah oui, non, on a une corrélation minime. On n'a pas grand chose d'exploitable. Non, on n'a rien du tout finalement. Voilà, donc ce qui soutient la hausse du dollar, c'est la déception, les inquiétudes d'un point de vue économique et politique en Europe. Si demain, la situation en Italie, imaginons, hein, c'est vraiment un scénario imaginé, hein, mais demain, la situation en Italie, il n'y a plus de crainte sur la dette, sachant que demain, hein, il y a Fitch qui va revoir la note souveraine italienne, hein, Fitch pourrait même dégrader cette note souveraine, puisque lors de la précédente révision, elle avait donné une perspective négative. D'accord. Donc c'est pour prévenir que le prochain mouvement a plus de chances d'être négatif que une stabilisation de la note. Bref. Donc imaginons demain, plus de crainte sur la dette italienne. L'Italie croît de 2,5%, ce qui serait très très bien. Du coup, voilà, ça fait les craintes sur l'Italie diminuent. Il y a un accord sur le Brexit. Là, ça rassurerait les investisseurs. Les investisseurs achèteraient de l'euro et la livre sterling qui sont quand même assez bas par rapport au dollar. Si on regarde sur les 52 dernières semaines, on est proche des plus bas annuels, d'accord? Donc, les investisseurs probablement se repositionneraient, en tout cas augmenteraient leur exposition sur les devises européennes. Ou alors, on a, voilà, économiquement, la situation dans l'UE qui s'améliore. Et là aussi, ça permettrait de soutenir l'euro et donc ça ferait pression sur le dollar.
Voilà. Ce qui soutient le dollar, c'est vraiment les inquiétudes en Europe. Alors au niveau des marchés actions, ça va être également intéressant. On a le gold qui est intéressant, mais pardon, le gold, du coup, j'ai pas fait vraiment d'analyse. Donc je vais venir sur le gold. Voilà, le gold, on avait eu un signal. Je rappelle, on avait une oblique, cette oblique baissière, cassure, qu'on avait parlé dans ce webinaire. J'en avais même parlé dans mon article de la semaine dernière, comme quoi, voilà, la cassure de cette ligne de tendance confirmait le rebond du 14 février. Et voilà, le premier objectif sur 1326, puis 1345. Je ne pensais absolument pas qu'on allait aller aussi rapidement. Mais voilà, le but maintenant, c'est d'aller chercher le haut du canal. Sachant que le canal, déjà avec un angle extrêmement élevé, vous voyez que le canal il est presque à la verticale, hein, la pente est extrêmement voilà, importante. Donc, pour aller chercher le haut du canal, ça va être déjà, je pense, compliqué. Mais en plus, le dépasser, ça me semble mission impossible. Donc, honnêtement, le haut du canal devrait être une résistance très très importante. Sachant que lors du dernier voyez, rebond, entre ces deux creux, hein, on n'est pas venu chercher le haut de ce canal. Donc, pour les bullish, cette borne haut du canal peut vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez vous attendre d'un point de vue temporel. C'est-à-dire, ok, vous pouvez viser 1375, mais ne vous attendez pas que 1375 ça soit atteint voilà, dans la semaine ou d'ici la fin du mois. Je pense que si 1375 c'est atteint, ça le sera, vous voyez, d'ici la début avril. Donc du coup, au courant du mois de mars. Mais ça ne sera pas atteint d'ici la fin du mois. Ça me semble peu probable, même au vu du puissant momentum bullish. Voilà. Là d'ailleurs, on voit, on a fait un plus haut en intraday 1347. 1347 dollars, c'est énorme. Hier, le cours de l'or a quand même pris 1%. 1%, ce qui est beaucoup. Donc ça montre quoi? Ça montre que les investisseurs commencent à se couvrir. Commencent à se couvrir sur l'or. Donc ils sont haussiers sur les marchés actions, mais on voit que depuis voilà 14 février, on a le marché qui commence à se recouvrir sur l'or. Ce qui est donc un signal quand même un peu inquiétant pour l'appétit au risque à terme. Voilà. Donc je rappelle, hein, soutien du cours de l'or, le prochain soutien pourrait venir d'une hausse à volatilité implicite parce que je rebondis sur la S&P. Donc là, juste le cours de l'or, prochaine résistance au-delà de 1345 sera 1350, ça psychologique, puis 1366, puis 1375. Honnêtement, tant qu'on est dans ce canal, je pense que les creux, vous voyez, ça peut se payer. Hein. On voit très bien ici. Hein. Creux, 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 creux. Voilà. Pour le moment, c'est creux. La bande de base de ce canal se paye. Donc, pourquoi on pourrait avoir un regain de la volatilité implicite, c'est-à-dire finalement une correction, hein, en d'autres termes. Hein. Regardez le S&P. Les choses sérieuses commencent. 2800 points. Résistance, résistance, résistance. Et là, on voit les doji. Ouais, les doji. Les chandeliers, pardon. Du coup, voilà. Les chandeliers qui deviennent des doji, les corps qui perdent de la grandeur, ça montre une perte de momentum. Et voilà, et en plus on a une divergence. Alors le stochastique est toujours très clairement suracheté, il est à 93, ce qui est énorme. 93, c'est un signal extrêmement bullish. En hebdo, stochastique 80, vous voyez, il rentre en hebdo dans sa zone de surachat. Donc voilà, c'est un signal qui est extrêmement bullish. Mais si on a demain le stochastique qui sort de sa zone de surachat, c'est-à-dire que si la ligne blanche clôture, je dis bien clôture, hein, sous 80, là clairement, on ira chercher un retracement de 38% de cette tendance dans un premier temps. Donc je ne sais pas où se fera le point haut, mais imaginons c'est 2800, voilà, 2800, 38%, ça fait un objectif à 2618. Donc concrètement, dès qu'on a le signal baissier du stochastique, on ira chercher les 2600 points environ sur le prix. 2600 qui correspond également, vous voyez, à ce plus bas. Voilà. Et qui dit, vous savez que la volatilité négative sur les marchés actions est beaucoup plus importante que la volatilité positive. Pour voir cela, il suffit d'afficher, vous savez, le Disparity Index. Disparity Index, regardez. Disparity Index, on voit que les spikes baissiers sont beaucoup plus importants que les spikes haussiers. Du coup, on peut dire que la volatilité haussière est beaucoup plus faible
que la volatilité baissière. Donc, finalement, c'est-à-dire que les mouvements baissiers sont beaucoup plus violents que les mouvements haussiers. On a des mouvements haussiers violents une fois qu'on a eu un mouvement baissier violent. Mais on n'a pas de mouvement haussier violent avant un mouvement baissier violent. Bon, je ne sais pas si j'ai perdu des gens, mais en clair, regardez. Généralement, si vous regardez pas les zones où il y a le rouge, vous voyez qu'ici, on n'a pas vraiment de mouvement haussier violent. D'accord, ça reste soft. On a des mouvements haussiers violents seulement lorsque, auparavant, on avait eu un mouvement baissier quand même important. Mais sinon, vous voyez, les mouvements haussiers sont de la même amplitude que les mouvements baissiers. C'est vraiment quand on a une panique, qu'on peut voir ici, hein, c'est creux ici. Ça, c'est des mouvements de panique. Dès qu'on a une panique, on sait que peu de temps après, on va avoir un rebond qui va être très très important, une volatilité positive importante. Mais sinon, la volatilité, la volatilité positive, elle est généralement soft. Voilà. Donc là, du coup, on voit que si on a une correction, eh bien, la volatilité, elle devrait s'accélérer à la baisse. Et ça serait un facteur de soutien à l'or. Ça serait un facteur de soutien. Donc, le S&P, là, les choses sérieuses commencent. En intraday, je pense que voilà, on a encore possibilité d'aller chercher les 2800. Encore 2800 qui est cette résistance, vous voyez, c'était le sommet du 3 décembre. Donc, c'est possible qu'on achète les 2800. Maintenant, voilà, là, cette zone de résistance entre 2800 et 2823, il faut vraiment qu'on dépasse 2823 pour envisager une poursuite de la hausse. Mais là, 2800, c'est vraiment une résistance très, très importante. Voilà. Donc, je serais extrêmement prudent à l'approche de 2800. Si vous êtes à l'achat, ça peut être intelligent de prendre une partie des bénéfices à 2800. Pas forcément de clôturer toute votre position si vous croyez à une poursuite de la hausse, mais au moins sécuriser une partie de vos gains. Voilà, ça me semble quand même assez important. Au niveau du CAC, alors CAC, pareil, Doji, hein. Vous voyez que le CAC 5002, il s'y approche. Je pense que c'est possible qu'on vienne tester ce seuil qui correspond également à la moyenne mobile à 200. En horaire, on est toujours dans un canal qui est haussier. Alors, je vais un petit peu faire de tri. Voilà, alors, on va utiliser l'outil Canal, qui est vraiment bien, hein, cet outil, très utile. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous aimez bien cette plateforme pour real time, mais que vous connaissez pas toutes les fonctionnalités comme le backtest, etc. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir davantage de webinaires éducatifs sur la plateforme, comment l'utiliser, voilà, découvrir. Peut-être que certains ne la connaissent pas, peut-être que certains ne connaissent pas l'outil backtest. Voilà. En tout cas, faites-le moi savoir si vous voulez du contenu éducatif sur cette plateforme. Voilà. Comme ça, s'il y a de la demande, quand même, s'il y a pas s'il y a plus qu'une seule personne, on pourrait envisager de faire un contenu là-dessus. Oui, davantage de webinaires PRT, d'accord, ok. Oui, toujours intéressant à connaître. Très bien, très bien. Bon, alors du coup, voilà, donc là, on voit bien un CAC dans un canal haussier. Aussi longtemps qu'on sera dans ce canal haussier, honnêtement, en swing trading, les stratégies à l'achat seront à privilégier. Peu importe les signaux baissiers que nous avons, tant qu'on est dans ce canal, même si voilà, le stochastique, pareil, il diverge, on est dans une zone de surachat, bien qu'on ait des oscillateurs très 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 hauts, tant qu'ils ne sortent pas de leur zone de surachat, ces indications sont bullish, sont en faveur de la hausse. D'accord. C'est pas parce qu'on a un oscillateur qui est dans sa zone de surachat que c'est un signal bearish. C'est lorsqu'il y sort de zone de surachat que c'est un signal bearish. D'accord. Donc là, pareil en hebdo, tout comme le S&P, le CAC rentre dans sa zone de surachat. Donc voilà, en journalier, en horaire, on voit que voilà, en swing trading, clairement, c'est les stratégies longues qui sont à privilégier tant qu'on n'a pas de sortie de ce canal. Si on a une sortie, c'est toute cette hausse qu'il faudra remettre en question. Donc voilà, je ne sais pas c'est où le point haut, mais imaginons ce sera 2000, imaginons que c'est 5200, pardon. Correction 38%, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un retour à 4950.
correction de 50%, ça sera un retour à 4869. Donc voilà. Si on sort de ce canal, c'est direction, vous voyez, une centaine, 200 de points de baisse. Au minimum, hein, je dirais. Et par contre, en journalier, si on a une clôture ferme au-dessus de la moyenne mobile à 200 et au-dessus des 5200 points, ça sera une indication bullish qui montrera que les vendeurs n'ont pas pris la main au contact de la moyenne mobile à 200 qui est la moyenne mobile la plus importante quand même. La moyenne mobile à 200 séances est la plus importante. Et les vendeurs n'ont pas pris la main non plus aux 5200 points, qui est un niveau, qui est un chiffre rond et qui fut techniquement une zone de voilà, support résistance vraiment largement testée depuis la fin 2017. Donc voilà, si on a une clôture ferme au-dessus de 5200, c'est clairement un signal haussier jusqu'à 5003, 5004 et voilà, en direction des sommets, hein, tout simplement. Par contre, il faudrait des signaux qui convergent. Vous savez que j'aime bien, moi, avoir des signaux qui convergent entre les indices, et en particulier entre le CAC et le S&P 500. CAC et DAX également, mais CAC, S&P 500, dès qu'on a deux breakouts aussi importants sur le CAC et S&P 500, c'est clairement bullish pour les marchés actions. Donc si le CAC clôture fermement au-dessus de 5200 et au-dessus de sa moyenne mobile à 200, et que dans le même temps, le S&P clôture fermement au-dessus de cette zone de résistance, ça veut dire que voilà, c'est l'appétitude, c'est l'euphorie et c'est tout droit vers les anciens plus hauts historiques. Voilà, donc quand même pas mal de petits commentaires en faveur de webinaires sur la plateforme ProRealTime. Donc voilà, on va étudier on va voir comment on va s'organiser pour vous donner ce contenu. Loïc qui me dit selon conférence IG hier soir, Baradez voit le futur en noir. Super soirée d'échange, bravo. Alors écoutez, merci déjà. Oui, c'est vrai. Alors j'ai discuté avec Alexandre hier, puisque vous savez c'est mon collègue, et c'est vrai que ça fait un mois qu'on a globalement la même opinion, alors que normalement vous savez que je ne suis pas, je suis pas quelqu'un quand même de bearish hein, dans le long terme sur les marchés actions. Là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'indications qui euh, me donnent une perspective négative, mais je ne suis pas pessimiste généralement sur le marché action. Donc on a une opinion qui se ressemble énormément entre Alexandre et moi, c'est assez rare sur les marchés actions. Et pareil, je suis plutôt pessimiste sur du moyen long terme. Maintenant, voilà, la question qui se pose, et finalement l'analyse technique nous donnera ces indications, ces confirmations. Tant qu'on reste au-dessus des 2323 points, il n'y a pas de panique. D'accord? Il n'y a pas de panique de crack. C'est vraiment si on passe sous 2323 points que là, c'est le sell-off et il faudra s'attendre à une baisse de 20% sous ce seuil, c'est-à-dire une baisse de 40% depuis les sommets, ce qui est l'équivalent d'un crack. Hein. Voilà. La plupart, lorsqu'on a des corrections sur les marchés actions américains, lorsqu'on a récession américaine, une récession coûte en moyenne 40% à l'indice S&P 500. Donc là, on a déjà du sommet au plus bas 20% de baisse. Donc si on clôture sous 2323, c'est moins 20%, mais par contre le momentum il sera beaucoup plus violent. D'accord? Ce sera un momentum à peu près comme celui-ci, vous voyez. Donc ça sera moins 20% l'espace de quelques mois. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de 2323, je privilégie pas l'hypothèse d'un crack. D'accord. Par contre, si on passe en dessous, clairement, ça va être la panique sur les marchés actions. Le VIX va bondir et le gold s'appréciera, tout comme les obligations. Un petit mot sur le Brent si possible. Alors très bien, je vais juste terminer par le DAX, ensuite je passe sur le Brent et ensuite les commodities. Donc le DAX, on n'est pas dans un canal haussier, en tout cas pas aussi propre hein, que le CAC 40. Vous voyez que voilà, c'est compliqué à tracer un canal. Vous voyez là, c'est pas vraiment pas très intéressant de le tracer. Hein. Donc non, pas de canal haussier. On retourne au sommet, comment dire, de février, du début février, 11 389. On teste également cette oblique baissière. Donc, vous voyez que là, le CAC, il est sous 5002, le S&P, il est sous 2008, le DAX, il est sous cette oblique proche des 11 380, qui correspond, vous voyez. Alors,
Cet oblique qui correspond au creux de juin et de septembre 2018. Et vous voyez que si on l'étend, ce fut une résistance en novembre, en décembre et en début février. Donc voilà, là on teste cet oblique. Si on a une clôture, on ira chercher cette oblique baissière qui est aux alentours, vous voyez, des 11 500. Voilà, clairement, si on clôture une clôture ferme, hein, je dis pas une clôture au pips près, hein, voilà, une clôture ferme au-dessus de cette oblique, on ira chercher les 11 500. Mais voilà, le fait qu'on a le CAC qui s'approche des 5002 et de sa moyenne mobile à 200, que le S&P s'approche des 2800, voilà, la perspective elle est assez mitigée. Hein. C'est compliqué de passer à l'achat sur les marchés actions à ce niveau de prix. C'est même, voilà, c'est pas quelque chose que je suggère. Au niveau des cours de pétrole, alors les cours de pétrole nous ont donné des signaux aussi hein, avec, vous savez, les bandes de Bollinger, le Brent qui a clôturé au-dessus de sa bande supérieure de Bollinger mercredi de la semaine dernière, le WTI qui l'a fait vendredi de la semaine dernière. Donc voilà, les deux barils de pétrole ont donné des puissants signaux haussiers en faveur de la hausse. Et comme vous savez, bon là on a un petit peu de complications à court terme. Vous voyez, on a quand même deux doji d'affilée, on est en train d'en faire un troisième. Bon, on est qu'au début de la journée, mais bon, voilà, deux doji d'affilée. C'est signe d'indécision, c'est pas forcément un signe baissier, mais c'est un signe d'indécision. Donc voilà, ça fait voir quand même que le momentum n'est pas aussi puissant que voilà ce qu'on aurait pu imaginer au début de la tendance. Mais les perspectives techniquement sont toujours haussières jusqu'à la moyenne mobile à 200 séances qui est aux alentours des 70 $. Et concrètement, techniquement, voilà, on a cette oblique. Tant qu'on reste au-dessus de cette oblique, honnêtement, voilà, c'est haussier. Hein. C'est haussier, il n'y a pas la tendance haussière n'est pas à remettre en question tant qu'on est au-dessus de cette oblique. WTI, pareil. Hein. WTI, on a cette oblique, tant qu'on reste en dessus de cette oblique, il n'y a pas vraiment de questions, enfin de perspectives baissières à envisager. D'autant plus que, voilà, comme je vous l'ai dit, on a eu des signaux avec l'indicateur des bandes de Bollinger la semaine dernière. Mais en plus de cela, on sait que le WTI et le Brent ont validé du coup des épaules tête épaule. Le WTI l'avait validé il y a 2 semaines, début février, vous voyez, l'épaule, la tête, l'épaule. On a eu un faux breakout. Finalement, on a un nouveau breakout haussier. Donc là, ça vient rassurer l'épaule tête épaule inversée. Et le Brent a confirmé pour la première fois, parce que lui en début février n'avait pas clôturé au-dessus de sa ligne de coup. Mais là, vous voyez, épaule, tête, épaule. Donc non seulement on a des signaux haussiers avec l'indicateur des bandes de Bollinger, mais d'un point de vue chartiste, on a l'épaule tête épaule inversée qui suggère un rebond avec un objectif beaucoup plus important que la moyenne mobile à 200, puisque vous savez que l'objectif de l'épaule tête épaule, c'est un report de la hauteur entre la ligne de cou et la tête. Donc si on reporte cette distance au breakout, ça donne un objectif théorique à 80 $. Donc vous voyez que la moyenne mobile à 200, c'est le premier objectif. Si on a un breakout, la voie aux 80 $, le Brent, sera clairement ouverte. Fondamentalement, ça passerait par quoi? Ça passerait par une accélération des meilleures prévisions de croissance mondiale. Parce que vous savez que le pétrole, voilà, la croissance mondiale influence et on a également l'offre. Bon, l'offre, actuellement, elle est revue à la baisse. Bien que les États-Unis deviennent les premiers producteurs, c'est également c'est les deuxièmes consommateurs après la Chine. Les États-Unis, oui, produisent beaucoup, mais exportent peu. D'accord. Le premier exportateur, ça reste l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le troisième producteur mondial après les États-Unis puis la Russie, mais c'est le premier exportateur et de loin. D'accord. Et le fait que l'Arabie Saoudite a annoncé, voilà, une baisse de, il me semble, alors, de peut-être 800 000 ou 1 million de barils par jour, et que l'OPEP, voilà, a encore gelé sa production, l'offre soutient les cours. Ce qui pénalise les cours en ce moment, enfin, en tout cas, ce qui ralentit les cours, c'est quoi? C'est le ralentissement de l'économie mondiale. C'est ça qui a provoqué cette chute. Hein. Cette chute, c'est le ralentissement de l'économie mondiale. Donc, si demain on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ou si demain on a des politiques monétaires qui deviennent accommodantes, clairement accommodantes, ça soutiendrait l'appétit au risque, les valeurs risquées, la croissance mondiale et donc les cours de pétrole. Donc voilà, fondamentalement, la hausse des cours de pétrole passera soit par un nouveau gel de la production de l'OPEP, enfin un gel plus important, ou soit par une augmentation de la demande, donc une accélération de la croissance mondiale, c'est-à-dire clairement soit des politiques monétaires des banques centrales accommodantes, donc la Fed ou la BCE qui demain voilà envisage de devenir accommodante, ou soit
un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Ça, c'est les arguments fondamentaux qui permettraient un rallye haussier des cours de pétrole. Mais techniquement, de toute façon, c'est haussier. Je vois pas les signaux qui sont bearish. Hein. Voilà, le stochastique il est à 95, c'est extrêmement bullish. Hein. Voilà. Donc, cours de pétrole, premier objectif, que ce soit le WTI ou le Brent, c'est la moyenne mobile à 200. Et ensuite, ça sera l'objectif de l'épaule, tête d'épaule inversée. Donc, à 80 $ le Brent. Et sur le WTI, cet objectif est à 70 $. Au niveau du FX, alors l'eurodoll, il commence son rebond enfin. Voilà, l'euro-dollar rebond. Il a travaillé pendant, on va dire, une semaine, hein, les 1,13. On voit, on a même fait un plus bas près des 1,12, 1,12,20 à peu près. Voilà, donc rebond. Écoutez, là, du coup, c'est aussi hein, les perspectives hein, haussier. Ça va être compliqué d'aller chercher un 15, je pense, mais bon, techniquement, prochaine résistance, c'est quoi? C'est cette oblique qui compose le triangle descendant. Donc c'est l'oblique, puis un 15. Et si on a breakout de l'oblique et de un 15, là, ça sera rallye haussier de l'euro. Maintenant, comment on pourrait avoir un rallye haussier de l'euro alors que la macro est aussi décevante? Voilà, ça me semble un petit peu compliqué. Mais bon, encore une fois, techniquement, moi, l'analyse technique, je donne beaucoup plus de poids à l'analyse technique. Et l'analyse technique me suggère, avec le chandelier d'hier, que ça y est, on a un début de rebond et que la hausse peut se jouer, peut se tenter. D'accord? Je dis bien peut se tenter. Parce que si on attend trop longtemps, on n'aura pas de ratio de risque positif. Là, si on met un stop sous le récent plus bas, ça fait 100 pips de risque pour voilà, 100 pips de gain si on vient chercher l'oblique. Donc déjà, rien que maintenant, c'est limite, c'est même pas intéressant de passer à l'achat. Fallait y passer à 1,13. Voilà. Et comme je l'ai dit hier dans mon article, techniquement, il fallait le breakout donc à voilà, de ce sommet. Vous voyez qu'on avait eu la baisse. Et là, on avait le range qui s'était installé. Donc, si on avait breakout de cette résistance, on avait le signal haussier. Donc là, techniquement, c'est possible de passer à l'achat. On peut tenter un achat avec un stop beaucoup plus serré au lieu de chercher le plus bas ici. On peut mettre un stop peut-être, vous voyez, à ce moment-là. Après, c'est à vous de voir de gérer votre stop selon votre stratégie. Mais alors il semblerait qu'on a un canal avec deux creux de sommet. Je viens de constater, regardez, creux. Alors oui, regardez, creux, sommet, creux, sommet. Vous voyez là, on l'a atteint en pips, enfin presque au pips près. Donc on a un canal. Donc peut-être qu'on peut jouer ce canal, soit attendre un retour en bas pour optimiser son ratio risque-rendement, à condition qu'on a un retour en bas du canal. Et pour voilà, se positionner à l'achat, mettre un stop du coup plus serré et avoir plus de gains potentiels. Potentiel bien évidemment. Et si on sort par le bas, bien évidemment, ça invaliderait les stratégies longues. Donc euro-dollar, perspective haussière. DXY à l'inverse, on regarde en horaire. En horaire, regardez ce qu'il a fait. Il a fait une épaule tête épaule. Hein. Épaule tête épaule, épaule tête épaule. Dans l'esprit, vous la voyez, d'accord? L'objectif, il est baissier. Alors puisque c'est sur du horaire, ça va pas être un objectif, voilà, très important en termes de pips. Mais vous voyez que si on reporte l'objectif de cette épaule tête épaule, c'est un objectif sur le Dixie à 95,50. Donc clairement vers le bas du, oui, vers cette oblique haussière de long terme que je vous ai montré au début du webinaire. D'accord, donc perspective baissière, clairement hein, sur le DXY, perspective haussière du coup sur l'euro. Parce que vous savez que le DXY c'est composé de 56% d'euros, donc si le DXY, nos perspectives sont baissières, c'est-à-dire qu'on va avoir une hausse de l'euro. Au niveau du GBP, on est passé au-dessus d'un 30, donc là c'est pullback. Un 30, ça peut se payer. Si on estime que le DXY voilà, va compléter, va baisser, si on a des perspectives baissières sur le DXY, pardon, le GBP ça se paye. Maintenant, ça sert à rien de payer l'euro, le GBP, le yen. Autant vend le DXY, puisque l'euro, le GBP, le yen, c'est 90% du DXY. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez payer l'euro et payer la livre sterling, autant simplement vendre le DXY. D'accord? Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, le seul intérêt, c'est que vous faites la même chose que si vous avez qu'une seule position. Donc, voilà. Faut savoir que l'euro, c'est 56% du DXY. Ensuite, alors, voilà, je vais vous faire voir hein, précisément. Vous avez toutes ces informations sur le site DFX. Hein. Dollar US, vous voyez, DXY. Comment trader l'indice des dollars. Et donc voilà. Donc l'euro, c'est 57%. Le yen, c'est 13%. La livre, c'est 12%. Donc si vous avez des perspectives haussières sur le yen, sur l'euro
Et sur le GBP, vous voyez qu'à E3, ça fait, alors, voilà, rapidement, 70, 70, 80. 80% du DXY, c'est quoi? C'est l'euro, le yen, la livre. Et ensuite, on a voilà, quelques devises comme le dollar CAD, le SEC et le franc suisse. Donc voilà, si vous êtes bullish yen, bullish euro, bullish GBP, au lieu d'acheter l'euro dollar, acheter le GBP USD et vendre l'USD yen, autant simplement vendre le DXY. Ça sera beaucoup plus logique. D'accord? Donc à vous de voir quelle paire, quel actif vous voulez vendre. Mais en tout cas, les perspectives sont plutôt baissières pour le dollar à court terme. L'USD yen, il est à 110,84. On voit que le yen ne profite pas vraiment de la hausse, de la baisse du dollar. Pourquoi? Bien parce que actuellement on a de l'appétit au risque, on n'a pas de l'aversion, d'accord? Certes, le yen il progresse, mais on a des marchés actions qui sont haussiers. Là, la hausse du, du gold, comme vous savez, c'est pas dû à l'aversion au risque, c'est dû à la baisse du dollar. Donc voilà, le yen ne profite pas, le yen sera haussier en cas de hausse de la volatilité implicite. La hausse de la volatilité implicite, c'est le principal facteur de soutien au yen. Donc ça veut dire que finalement, s'il y a un sell-off sur les marchés actions, le yen surperformera l'ensemble des devises majeures. Donc voilà, l'USD yen n'est pas baissier, pour le moment. Il n'a pas inscrit des nouveaux sommets, mais il n'est pas baissier. Donc voilà. Je pense que l'euro dollar, il y a des bonnes perspectives haussières. Au GBP USD, je pense qu'un 30, voilà, après il faut faire attention parce que vous savez que Theresa May se rendra à Bruxelles à 19h30 heure française. Theresa May rencontrera Juncker, voilà, Juncker pour parler du backstop, pour négocier un meilleur accord. Donc voilà, ce soir, on sait qu'en début de soirée, on va avoir quand même un peu de on pourrait avoir la volatilité sur le GBP. Donc à vous de voir si vous voulez trader le GBP, mais trader en sachant que la volatilité va devenir et devient même de plus en plus importante à mesure qu'on approche du Brexit. D'accord? Donc ça faut le savoir. Voilà. L'outil, vous voyez, Canal, c'est vraiment simple à utiliser. Euh, voilà. Mais vraiment très très bien. Cet outil, il est bien fait. Donc, euh, donc voilà. Là, pour valider un canal, je vous rappelle encore une fois, c'est quoi? C'est deux creux, deux sommets, qui sont bien évidemment séparés. C'est pas creux, creux, sommet, sommet. C'est creux, sommet. Ou alors sommet, creux, sommet, creux. Donc là, on a quoi? On a sommet, creux, sommet, creux. Donc là, on a un canal qui est validé. Il faut 4 points de contact pour valider un canal ou un range. Et donc là, on a eu un faux breakout. On est revenu, mais le fait qu'on rebondisse au milieu du canal baissier, c'est une indication bullish. C'est une information bullish. Donc là, on a un canal qui n'est pas validé puisqu'on n'a que 3 points de contact, mais qu'on peut mettre en évidence simplement pour avoir une idée que voilà, si on a un rebond, l'idée c'est qu'on a cherché le haut du canal. Mais c'est pas un canal qui est validé parce qu'on n'a pas 4 points de contact, on n'a que 3. Creux, sommet, creux. Voilà. Donc c'est à mettre, voilà. C'est pas à mettre avec des gros traits épais, puisqu'il n'est pas. On peut même le mettre en. Voilà. Vous voyez. Comme cela, puisqu'il n'est pas validé. En pointillé. En tout cas, perspective haussière sur le GBP, perspective surtout haussière sur l'euro. Je pense que voilà, si le DXY baisse, vu l'épaule tête épaule sur le DXY, vu le rebond de l'euro au plus haut depuis quoi? Depuis peut-être 3 semaines, il me semble. Alors, non, 2 semaines. Ouais, hier, il a fait un plus haut de 2 semaines, voilà, 13 jours. Donc ça, c'est bullish. Hein. Pouvez-vous valider le canal sur l'USD Yen? Alors, canal en 1 heure. Donc voilà, alors je vais mettre plutôt en 4 heures. Le canal, donc creux, on vient chercher les deux plus bas, le sommet entre deux creux. Et donc là, bon, c'est un canal qui n'est pas vraiment validé puisque vous voyez, on n'a pas le second sommet. C'est du coup plutôt un biseau. C'est ce qu'on avait parlé, hein, je rappelle, il y a quelques temps. Hein. C'est plutôt un biseau du coup. Plutôt un biseau, c'est qui est un signal baissier.
lorsqu'on a uniquement, faut jamais anticiper un biseau, parce qu'un biseau peut rapidement se transformer en canal, d'accord. Il y a beaucoup de faux signaux sur, faut jamais anticiper un biseau. D'ailleurs, faut jamais anticiper une pattern quelconque, hein. Mais un biseau peut rapidement se transformer en canal, d'accord. Si on a un briquet de 7 oblique, l'outil c'est d'aller chercher le haut du canal. Donc le biseau, c'est un signal, un biseau ascendant. Là, vous voyez, c'est ascendant puisque les deux obliques vont vers le haut. C'est une figure baissière. C'est un signal baissier uniquement lorsque ce support est cassé. Mais uniquement, hein. Sinon, encore une fois, on a des chances que ça se transforme en canal. Donc là, je mets en vert. Et celle-ci, je mets en rouge pour bien faire voir qu'on est dans un biseau. Et cette ligne, elle est validée, hein, puisque regardez, 1, 2, 3 points de contact, hein. C'est clairement validé. Donc là, vous voyez que les perspectives sont haussières à court terme. Haussières, bon, on peut aller chercher les sommets sans stress, puisque si on a de l'appétit au risque, voilà, le dollar yen va quand même progresser, puisque le yen, les deux devises sont certes des devises refuge, mais le yen encore plus. Le yen, c'est la devise refuge. Donc c'est qui tout double pour le yen. Soit on a de l'appétit au risque et c'est baissier pour le yen et haussier pour le dollar, enfin pour le dollar yen, pardon, plutôt. Et si par contre on a un sell-off sur les marchés actions, si on commence à avoir de l'aversion au risque, eh bien c'est baissier pour l'USD yen, malgré le fait que ces deux devises soient des devises refuge. Donc demain, si on a, enfin aujourd'hui ou demain, ou voilà, si prochainement on commence à voir le CAC qui peine à dépasser 5002, si le S&P peine à dépasser 2008, si le DAX peine à dépasser sa résistance, vous voyez, et on commence à avoir des chandeliers baissiers, le marché va accentuer sa couverture sur l'or, sur les actifs refuges, les obligations, le yen, ce qui fera pression sur le dollar yen. Et ensuite, si on a un mouvement de panique, si on a une, alors pas panique, pas un crack, mais simplement si on a une correction, ça justifiera une surperformance du yen. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, on a fait un bon tour. Alors, juste un petit mot sur Copper parce qu'il me semble intéressant, pardon. Copper, on dépasse la moyenne mobile à 200. Il y a des clôtures au-dessus de la moyenne mobile à 200. Alors, pourquoi le Copper il monte? Alors, déjà, on a des perspectives. Voilà, vous savez que le marché a l'espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc ça soutient. Vous voyez le point bas du Copper, c'était quoi? C'était 4 janvier. Donc ça soutient les métaux industriels. C'est pas un métal précieux, hein, le copper, c'est un métal industriel. Et le second point, alors hier on a eu l'annonce comme quoi Glencore, qui est la principale principale entreprise qui extrait le cuivre, va réduire sa production. Alors, je n'ai pas trouvé le chiffre, mais voilà. Glencore, c'est l'entreprise qui exporte, qui produit le plus de cuivre, qui extrait le plus de cuivre, pardon, et va couper sa production. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. J'ai vu passer ça sur Reuters, mais voilà, je ne saurais pas vous donner plus de détails. Donc, si vous voulez, vous cherchez sur Google un Glencore, Glencore, et vous trouverez peut-être des informations là-dessus. Mais en clair, ce mouvement haussier des dernières séances, c'est en raison de cette production, hein, qui devrait baisser. Donc du coup, forcément, ça fait monter le cuivre. Techniquement, eh bien, c'est cette résistance. On en avait parlé en début de semaine. Si on a une clôture au-dessus de ce sommet, de juillet 2018 qui a fait office de résistance, septembre, décembre, ça sera un signal particulièrement bullish qui laissera entrevoir une hausse jusqu'à 6600, 6800. Voilà, ça serait possible. En 4 heures, on a un beau canal. Regardez. Creux, sommet, creux, sommet. Donc là, c'est clairement validé. C'est clairement validé, donc c'est bullish pour le moment. Et tant qu'on reste dans ce canal, les perspectives à court terme et même moyen, enfin, d'un point de vue swing trading, les perspectives seront positives, seront bullish. Si on sort par le bas, il faudra s'attendre à une correction de cette tendance haussière. Donc ça dépend où le point haut sera fait. Mais si on prend, voilà, un exemple, c'est si on a fait le point haut, imaginons qu'on a fait le point haut aujourd'hui et qu'on a prochainement une sortie par le bas de ce canal, eh bien il faudra chercher du point bas au point haut et vous connaissez les retracements de Fibonacci. Donc il faudra s'attendre à une correction de 38, puis 50, voire potentiellement 60%.
Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. On a fait beaucoup d'analyses techniques, beaucoup d'analyses techniques. J'espère que ça vous a plu. J'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne journée à vous. Je vous dis à ce soir, enfin plutôt rendez-vous ce soir et tout à l'heure avec Yoav Nizar. Yoav Nizar qui fera son webinaire, comme vous savez, tous les mardis, mercredis et jeudis, webinaire d'analyse à 13h. Et ce soir, il présentera un webinaire éducatif sur les corrélations. Donc, je vous invite à le rejoindre. Et moi, personnellement, vous me retrouverez donc demain matin dans ce même point de marché. Et voilà. Et nous ferons un débriefing des minutes de la Fed ce soir, hein. Attention aux minutes de la Fed. Vos positions en dollars, vos positions en or devront être ajustées à cet événement. Ne mettez pas un stop ultra serré aujourd'hui, étant donné qu'on aura les minutes de la Fed ce soir et on peut avoir une volatilité. Enfin, on peut avoir autant de mouvements haussiers que baissiers, d'accord? Donc, pensez à cela. Si vous tradez le dollar, si vous ouvrez des positions de swing trading aujourd'hui euh, qui sont libellées en dollars, enfin voilà, dont les actifs sont libellés en dollars, excusez-moi, réfléchissez à cela, qu'il y aura un regain de volatilité ce soir. Donc, mettez pas un stop de 10 pips. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention et je vous dis du coup à demain pour mon prochain point de marché.